Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre à Espelette, dans le Pays Basque, pour rencontrer Pampi Olaizola. Pampi est producteur de piment d'Espelette et président de l'AOP du même nom. Je suis partie chez lui lors d'une belle journée d'été du mois d'août. Installé confortablement sur des chaises au milieu du champ de piment, face à ces paysages vallonnés typiques du Pays Basque, on peut dire que j'ai passé un super moment qui, je l'espère, sera partagé avec vous dans cet épisode. Lors de notre discussion, Pampi nous raconte la belle histoire du piment d'Espelette et comment il est arrivé dans la région. Il nous parle aussi des méthodes de production et des difficultés que les producteurs rencontrent. J'ai également profité de l'occasion pour discuter avec lui du challenge auquel font face de nombreuses AOP, s'adapter face au réchauffement climatique. En effet, jusqu'où les cahiers des charges exigeants doivent s'adapter pour permettre aux producteurs de continuer de produire, tout en respectant les fondations d'une AOP. J'entends par là la production ancrée dans un territoire et le savoir-faire des hommes qui y associent. Sujet passionnant dont le piment d'Espelette est une belle illustration. Allez, je vous laisse en compagnie de Pampi pour qu'il vous raconte tout ça. Bonne écoute! Bonjour Pampi. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. En pleine saison, je crois, tu me raconteras. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors moi je suis donc Pampi Olaizola, je suis paysan à Espelette depuis 14 ans maintenant. J'ai repris la suite de mes parents. Donc on est sur les hauteurs d'Espelette, à 4 km exactement du centre du village. Donc en cette saison, en plein mois d'août, c'est deux mondes, c'est Espelette aussi, mais c'est deux mondes parce qu'Espelette est un village, peut-être même, je me permettrais de dire, qui souffre de sa notoriété aujourd'hui, avec un tourisme qui s'est beaucoup développé, peut-être trop développé aussi, mais bon, ça c'est très difficile à contrôler, c'est juste un constat avec beaucoup de monde, notamment après l'arrivée de l'appellation d'origine protégée, d'abord contrôlée puis protégée du piment d'Espelette en 2000. Et avec des conditions un peu plus techniques, on va dire, ou pratiques, d'une déviation du village qui a désengorgé le centre du village. Donc voilà, on a Espelette, la rue qui est bondée de monde et inapprochable certains jours du mois d'août notamment. Et on a chez moi 4 km au pied de la montagne où il fait plus bon passer quelques temps et s'asseoir pour discuter. Donc voilà, moi j'ai repris la ferme avec mes parents faisaient du piment et de la brebis laitière. Et quand je me suis installé, j'ai un peu modifié les plans. J'ai continué le piment en élargissant un petit peu la gamme et j'ai fait de la transfo. J'ai toujours aimé l'arboriculture, donc j'ai aussi planté des fruitiers. Je fais de la cerise, de la pomme, prune, châtaigne. Et j'ai également fait quelques années du grand roux basque, une variété de maïs local. Et la brebis, elle a évolué. C'est plus la manèche tête rousse qui fournissait du lait, c'est de la Chachiardi, une race locale et ancienne qui est en train de reprendre un peu du poil de la bête depuis une dizaine d'années maintenant, avec une association que l'on a créée à plusieurs. Et voilà, je crois que j'ai rapidement fait le tour. Oui, je fais des balades à Dodane aussi, parce que je suis accompagnateur en montagne depuis 24 ans maintenant, et j'ai souhaité greffer cette activité un peu agritouristique à la ferme pour amener aussi un peu de beurre dans les épinards les années où les cultures vont peut-être un peu moins bien. Trop bien. Bon, il y a 1000 questions qui me viennent avec tout ce que tu nous as dit. Déjà, je fais une aparté sur le fait que tu ne sois pas dans le centre-ville d'Espelette, mais là, on est vraiment au milieu des montagnes, sur les petites chaises quechua que j'ai amenées au milieu des champs de piment. C'est vraiment magnifique. Avant de démarrer, ça a été quoi pour toi le déclic de devenir paysan ? Du coup, c'est le terme que tu emploies. On discutera après pourquoi tu emploies ce terme plutôt qu'un autre. Mais ça a été quoi le déclic ? C'était une évidence depuis toujours ? Pas depuis toujours, parce que quand j'étais ado et que la ferme et les fermes en général dans les années fin des années 80, début 90, c'était un peu moins mécanisé qu'aujourd'hui. On voit quand même qu'à l'échelle d'une vie humaine, les choses ont beaucoup changé déjà, même en montagne, même sur des petites fermes. Et à l'époque, donc, quand on fauchait une prairie l'été, c'est pas qu'on n'osait pas, mais en fait, il fallait tout optimiser. Et dès qu'on fauchait, il fallait déjà, avec la petite moto faucheuse, venir faire les bordures des prairies, même dans les pentes, pour les quelques centimètres qu'on n'avait pas pu couper avec le tracteur.
Et après, les mêmes centimètres, il fallait au râteau les ratisser tout autour pour amener ça, pour rien perdre. Et je me rappelle toujours avec mon frère en pleine journée de chaleur, là, il fallait qu'on ratisse un grand champ là au-dessus de la ferme. Et moi, je lui avais dit, moi, jamais je ferai ce métier. Et puis, bon, ça, je devais avoir, je sais pas, moi, 10-12 ans, je veux pas non plus faire croire qu'on nous exploitait, mais j'étais, voilà, jeune ado. Et très vite après, par contre, dès le lycée, j'avais, alors peut-être pas le lycée, mais en tout cas le BTS qui était déjà orienté un peu agricole. Des anciens collègues me disent mais oui, mais déjà tu disais que tu reprendrais la ferme. Et c'est vrai que j'ai un peu bougé, j'ai été dans le Jura faire mon BTS et j'avais un peu le mal du pays, en tout cas pas le mal du pays, mais je sentais cet attachement. Voilà, dès qu'on s'éloigne, on prend conscience de ce qu'on aime. Et je crois que c'est dès ce moment-là que je me suis dit je ferai peut-être des choses, mais au final, moi, je ne laisserai pas cette ferme s'arrêter. Je continuerai dans ça parce que voilà, j'aime plein de petites choses. Alors, je bricole un petit peu des fois. Voilà, moi, j'ai toujours aimé l'arboriculture, même quand je plantais, que je greffais quand j'avais 15-16 ans avec mon grand-père. Je me disais déjà à l'époque, et ça je m'en souviens très bien, que bon, j'en plantais un peu plus que la nécessité familiale, parce que pourquoi pas, un jour je vendrais quelques confitures et tout ça. Et c'est marrant parce que voilà, 20 ans après ou un peu moins, quand j'ai pris la suite de mes parents, j'ai gardé cette idée-là et ça fait partie des choses que j'ai un peu diversifiées sur la ferme. C'est vrai que l'agriculture aussi, ça permet de garder un travail au Pays Basque et c'est un des rares secteurs qui permet de rester ancré sur son territoire. Et j'imagine quand on s'appelle Pampi Olaizola, c'est compliqué d'aller travailler à l'extérieur quand même. Quand j'ai passé 2 ans dans le Béarn, très loin d'ici, et après j'ai passé 2 ans dans le Jura, là c'est très loin encore un peu plus loin. Moi j'ai adoré parce que dès qu'on passe du temps quelque part, si on est un peu respectueux des gens, des cultures et tout ça, on ne peut qu'apprécier voilà, les particularités de chaque territoire. Moi je trouve que voilà, les Béarnais, même malgré les petites guéguerres qu'on met en avant des fois, voilà, c'est des gens que j'apprécie particulièrement. Les Jurassiens aussi, j'ai beaucoup aimé le Jura aussi parce que c'est une terre rurale, il y avait de l'agriculture, de la viticulture. J'aime beaucoup le bon vin aussi, donc ça m'a pas déplu. Et effectivement, après, oui, j'aime cette culture, j'y suis attaché, mais à tout, à la langue, à l'histoire, à l'agriculture, bien sûr, à la culture. Mais au-delà, je suis très ouvert aux autres cultures aussi. Et je pense qu'on apprécie encore plus la nôtre et on comprend encore plus la nôtre quand on s'intéresse aux autres et qu'on découvre et qu'on voit voilà, ce qui a fait. Moi, j'adore m'intéresser à ce qui, dans une région, fait qu'on a tel type d'agriculture où, voilà, dans du relief, dans de la montagne, on ne fait pas les mêmes choses que dans de la plaine. En bord de rivière, on ne fait pas la même chose que là où c'est plus sec, etc. Et les gens ont eu des capacités d'adaptation impressionnantes et c'est le genre de choses que j'aime bien observer un peu partout. Et alors, au début de l'interview, quand tu t'es présenté, tu as employé le terme de paysan plutôt qu'agriculteur. C'est un terme dans lequel tu te reconnais mieux ? C'est un peu oui, parce que quotidiennement, au-delà du quotidien, même sur une échelle un peu plus large, moi, ce que j'aime dans un territoire, et je l'ai dit, quel que soit le territoire, quand j'ai été dans certaines îles volcaniques, en tout cas une à Lanzarote dans les Canaries, une des rares vacances qu'on s'était permis de prendre en famille, j'ai adoré de voir comment les paysages étaient façonnés par l'homme dans un territoire pourtant qui semble très, très hermétique à toute culture, mais finalement l'homme, même sur du caillou, il arrive à faire des choses impressionnantes. Moi, ce côté-là de paysage, c'est très important pour moi. Et dans la définition du paysan, il y a aussi un peu l'acteur et le façonneur de paysage. Et il y a pays dedans aussi. Donc, et ce mot-là, je l'aime et j'y tiens en particulier parce que quand j'étais au collège, je vous l'ai dit, c'est plus vers le lycée, après le lycée que j'ai eu une vraie envie de faire ce métier-là. Quand j'étais au collège, le mot paysan, c'était une insulte. Ouais, totalement. Et donc, quand on disait à quelqu'un qu'il était paysan, moi je me disais, putain, j'espère qu'ils vont pas savoir que moi aussi, etc. On en avait un peu honte. Et moi, je me rappelle, je disais que mes parents étaient exploitants agricoles. Et ce snobisme ou ce besoin de détourner la réalité pour
voilà, pour paraître un peu plus chic. Aujourd'hui, ça me, ça me dégoûte un peu. C'est pas que j'en ai honte, c'est comme ça. C'était notre âge, c'était le contexte. Et bien aujourd'hui, rien que pour rectifier ça, j'aime utiliser ce mot-là. Et aujourd'hui, il ne me fait pas honte du tout. Et en plus, je trouve qu'il correspond à la réalité. C'est qu'un paysan, il est dans un pays, il façonne un paysage. Et c'est important parce que nos gestes, nos pratiques font qu'on a le paysage que l'on a. Et quand ces pratiques évoluent, le paysage évolue. Et voilà, ça fait partie des raisons. C'est intéressant. Et puis, paysan, ça a toujours été le terme, en tout cas, moi, de mes grands-parents, c'était le terme que la génération d'avant nos parents utilisait en permanence, mais après, qui a été effectivement un peu galvaudé, finalement. Bon, et alors, pour parler un peu du piment d'Espelette, comment il est arrivé au Pays Basque ? Ouf. Alors là, il faut croire que ça fait quelques générations que les Basques ont aimé voir du pays, parce que c'est un côté qu'on connaît pas forcément si on s'y intéresse pas, mais les Basques ont été de grands navigateurs aussi. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop un secret, hein, ça se dit quand même beaucoup. Et ça fait des siècles que les Basques ont traversé notamment l'Atlantique. Et donc, comme toute personne qui ont exploré d'autres contrées, ils ont eu tendance à ramener des choses des pays qu'ils avaient visités. Et surtout, lorsque ces choses-là avaient un réel intérêt, je pense que le maïs, le piment, le cacao, toutes ces choses-là sont arrivées à quelques années près à la même époque, probablement fin du 15e, début du 16e. Le maïs a amené une vraie révolution ici dans ce pays avec la profusion de ces récoltes. Ça a vraiment amené un changement même démographique. Je pense que ça a amené une poussée démographique sur ce territoire. Et le piment est aussi arrivé. Alors lui, il n'a pas eu peut-être le même effet, mais par contre, je pense qu'à l'époque déjà, il a un peu révolutionné quand même le côté culinaire, même si c'est peut-être pas forcément noté et écrit tout ça, mais ça a été un vrai plus, tout comme aujourd'hui il y aurait une épice un peu exotique qui arriverait, le curry, il y a peut-être 20-30 ans personne n'en utilisait trop, aujourd'hui tout le monde en a dans son placard. Le piment, ça a été ça, parce qu'en plus, au-delà de relever un plat, il a mené de la saveur, et il a des vertus, comme des vertus antioxydantes, des vertus pharmaceutiques aussi, ou médicales plutôt. Donc il a forcément été adopté, il n'y a rien de contre-indiqué à consommer du piment de ce type, et voilà, il a permis de conserver les viandes, comme le sel, il a très vite été adopté. Alors pourquoi est-ce qu'il a été adopté sur ce territoire-là, pas forcément que Espelette, hein. Aujourd'hui il y a une dizaine de communes sur l'AOP, mais ça correspond en tout cas pour quelques-unes d'entre elles, ça fait quelques générations que le piment y était cultivé. On disait piment d'Espelette, semble-t-il, parce que Espelette étant chef de canton, c'est là où il y avait le marché hebdomadaire et tous les 15 jours, et le grand marché tous les 15 jours, et donc on allait chercher le piment à Espelette, et de là c'est devenu le piment d'Espelette, mais il était aussi un peu à la ressort, un peu peut-être à Ustaritz, Cambo, tout ce secteur-là, et voilà, et il a pris le nom d'Espelette, et voilà, et aujourd'hui, il est toujours là, il a peut-être légèrement évolué, parce que selon les clients d'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, il fallait un peu plus piquant, un peu moins piquant. Dans tous les jardins, il y avait aussi le piment doux du Pays Basque qui était à côté, donc qui a dû aussi s'hybrider légèrement dans certaines fermes, et ça a donné le piment qu'on a aujourd'hui, et tout le monde semble s'en satisfaire. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'au début, il était surtout à usage, comme tu dis, dans les jardins familiaux, etc., notamment pour remplacer le poivre qui, à cette époque-là, coûtait cher, et qu'après, ça a connu un vrai essor plutôt professionnel, où les producteurs sont professionnalisés plutôt dans les années 90, c'est ça ? Oui, en fait, il y a les premières vidéos que moi j'ai vues sur cette culture-là, ça remonte aux années 70, à l'époque où il y avait des chaînes locales qui faisaient quelques reportages. Il y a peut-être eu des reportages avant, mais je pense que ça devait être très local et très confidentiel. Dans les années 70, je vois une dame du village que j'ai connue, je ne sais même pas si je l'ai connue, mais voilà, que mes parents ont connue en tout cas, qui dit aujourd'hui, il n'y a que quelques vieux comme moi qui cultivons le piment. Je pense que dans quelques années, c'est fini. Les jeunes, ils ne veulent plus le cultiver. Bon, ça fait sourire, 40 ans après, Elle a eu du flair. 50 ans après, voilà.
quand on voit ce que c'est devenu, mais ça n'a pas été, facile, hein. Dans les années 80, il y a quelques personnes, dont mes parents d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je tiens un peu à cette filière, qui ont tenté une première expérience en montant une coopérative. Ils étaient 6 ou 7 à l'époque. Ils n'ont pas été forcément pris au sérieux et suivis d'ailleurs, que ce soit par des banques connues dans le monde agricole ou des coopératives locales, voilà. Et ça a fait que malgré un début prometteur, alors le début était pas terrible, très vite après ça a commencé à prendre, voilà, au bout de quelques mois, mais il y avait quelques arriérés de paiement, il y avait quelques difficultés, et quand le marché vraiment commençait à demander et à partir, ils ont dû cesser l'activité, voilà, ils ont dû déposer le bilan. Ça, je ne vais pas dire c'est un mal pour un bien, ça a été une première expérience douloureuse, certains en ont beaucoup souffert même au niveau de leur santé, mais quelques années plus tard, même pas 10 ans plus tard, début des années 90, il y a de nouveau quelques paysans qui ont commencé à se réunir et à dire bon, le piment d'Espelette, il y a quelque chose à faire. C'est aussi ce moment-là où quelques traiteurs ou en tout cas quelques entreprises de l'agroalimentaire local commençaient à utiliser le piment pour quelques sauces et tout ça. Et il y en a qui ont eu un peu ce réflexe et qui a été un peu salvateur de se dire il faut qu'on défende un peu ce piment-là, que ça parte pas dans tous les sens et il faut qu'on labellise ce piment. Et donc là, il y a eu de nombreuses réunions parce que je crois que les premières ont commencé au début des années 90. Le syndicat du piment a été créé en 93 ou 94 et l'appellation a été obtenue en 2000. Donc il y a dû y avoir 6-7 années de réunions intensives. Je me rappelle à la fin des années 90, la présidente un peu historique de la filière qui disait elle était à 50 ou 60 réunions par an. Et c'est le rythme qu'on maintient aujourd'hui à peu près, je pense, dans la filière. Mais n'empêche que là, c'est reparti. Autant dans les années 80, ça a été une démarche privée, on va dire, une coopérative, même si c'est coopératif, mais c'était une démarche privée, commerciale. Et 90, ça a plus été une réflexion de filière, et c'est ce qui a donné l'appellation. Et c'est probablement grâce aux premières tentatives et à l'échec qu'ont connu les premiers pionniers, on va dire, que derrière, on a une filière qui est arrivée avec plus de maturité et qui a fonctionné. Ça montre quand même toute la difficulté de monter un cahier des charges AOP, que tout le monde se mette d'accord et que d'assurer une réelle promesse aux consommateurs tout en permettant aux producteurs d'y se retrouver économiquement et puis de faire vivre le territoire. Mais ça montre ça aussi, ces multiples réunions et ces 10 années, c'est souvent comme ça sur les AOP. On n'en obtient pas une comme ça, quoi. Non, parce qu'en fait, effectivement, le cahier des charges, il faut savoir le rédiger. Il y a ce qu'on a envie d'y mettre, tout ce qu'on a envie, et souvent on est un peu idéaliste, surtout quand on n'a pas d'expérience à ce niveau-là. Et dans les années 90, forcément, il n'y en avait pas 40 dans le territoire, il y en avait déjà 2, c'était pas mal. Mais les gens qui se lançaient dans ça, aujourd'hui, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a une démarche localement pour le cidre, il y en a pour la cerise d'Itsasou. Et moi, j'ai de la cerise, par exemple, et j'ai déjà l'expérience du piment. Donc, je sais, quand on réfléchit à une AOP cerise, je sais peut-être quels pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Je connais les exigences de l'INAO, de l'Institut national des appellations d'origine. Je sais ce que c'est un organisme certificateur qui vient cadrer tout ça. Mais à l'époque, c'est vrai que les gens, ils étaient un peu idéalistes. Ils disaient non, il faut qu'on protège ça, surtout pas. Il y avait des petites batailles aussi locales parce que certains voulaient limiter ça que à Espelette et d'autres qui disaient mais non, que à Espelette, c'est illusoire, on n'arrivera pas. Si ça se développe un peu, on va être coincé. Et il y avait déjà des producteurs dans les villages voisins. Bon voilà, ça c'est toujours des sujets un peu fâcheux, mais n'empêche que même aujourd'hui, même pour vous illustrer, pour une révision du cahier des charges, on l'a entamé il y a 4 ans la révision. On a terminé le premier volet en 4 ans. L'INAO est un institut quand même qui est tatillon. donc la virgule qui n'est pas placée au bon endroit, ou l'article ou le nom qui ne correspond pas, ou le qualificatif qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Puis il y a des notions de contrôlabilité. Si on dit le piment est broyé,
immédiatement après ou à l'issue de la cuisson. À l'issue d'eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les 5 minutes qui suivent, ça veut dire dans 6 heures, 10 heures. Donc aujourd'hui, ils demandent beaucoup de précision, ils veulent que... Voilà, c'est des choses qu'il faut cadrer parce que derrière, il faut un plan de contrôle et que tout ce qu'on écrit doit être contrôlable. Et forcément, ça prend du temps. Et puis c'est peut-être ce qui permet de faire des choses plus stables après dans le temps. Et je pensais qu'on aborderait ce thème à la fin de l'interview, mais c'est quand même super intéressant le thème des cahiers des charges AOP, parce qu'en fait, quand il est construit effectivement dans les années 2000, ça demande d'avoir un peu de vision sur comment l'agriculture va évoluer pour qu'aujourd'hui, en 2024, vous ne soyez pas coincés. Et je crois que sur le piment d'Espelette, notamment sur le sujet de l'eau, il y a des moments où justement le cahier des charges vous bloque pour pouvoir produire. Tu peux nous raconter ça ? Alors, oui, d'abord pour la première partie de la question, peut être très doué. Aujourd'hui, on est en train de revoir l'appellation, le cahier des charges, notamment sur l'eau, et je vais y revenir. Mais je pense que c'est illusoire de se dire que ce qu'on écrit aujourd'hui sera vrai ou sera encore dans les clous dans 20 ans. 20 ans, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Il y a beaucoup de choses, et notamment dans le contexte et dans l'environnement qui évolue. L'environnement, pas que dans le sens environnemental, mais dans le sens aussi, contexte de l'économie, de plein de choses, des règles, de la perception des consommateurs, etc. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire qu'un cahier des charges, je ne veux pas dire qu'il est perpétuellement ouvert, mais il faut toujours se poser des questions. Si on a la capacité à pouvoir anticiper des choses, il faut essayer de le faire. Mais c'est difficile, c'est le genre de choses qui se décident en Assemblée Générale. En tout cas, on le rédige en amont, mais c'est l'Assemblée Générale qui tranche. Et il faut quand même trouver des choses plus ou moins consensuelles. Et voilà, mais effectivement, il faut essayer de regarder plus loin que son bout du nez pour essayer d'avoir des règles ou un fonctionnement qui sera encore possible dans 10 ans, 15 ans. Concernant l'eau, effectivement, ce que je dis souvent, et même à nos partenaires de l'INAO, etc., c'est que ce qui s'est passé il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, le problème d'un cahier des charges, dès que vous le faites évoluer, toute évolution, toute modification, il faut l'argumenter. Ah, mais pourquoi alors qu'il y a 20 ans, vous avez écrit ça, vous voulez écrire ça? Le souci d'il y a 20 ans, peut-être que je me trompe, mais je pense que je ne suis pas trop loin de la vérité, c'est que les premiers de la filière qui ont voulu écrire des choses, ils ont voulu être de bons élèves. Ils étaient un peu novices dans ce monde-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils ont voulu faire mieux que bien. C'est-à-dire que dans ce pays, effectivement, il y a un taux d'humidité assez important, il pleut assez régulièrement. Donc ils ont dit, le piment, c'est du vrai piment d'ici, il n'a pas besoin d'être irrigué. Ils ont quand même autorisé l'irrigation un mois après la plantation, avec la limite du 15 juillet. Voilà. Quand on plante, on a droit pendant un mois d'arroser un petit peu. Ce qui se faisait dans les jardins autrefois, moi, mes grands-parents, ils arrosaient au départ. Et après, par contre, c'était dérogatoire. C'est-à-dire que s'il fait un été caniculaire, il fallait demander à l'INAO et avoir une dérogation qui était, si c'était vraiment justifié, elle était accordée. Donc ça c'était pour faire mieux que bien. Il y a d'autres AOP, l'oignon des Cévennes, dans les Cévennes il ne pleut pas beaucoup et pourtant l'oignon des Cévennes, l'irrigation est autorisée. Donc il y a des choses qui sont un peu contradictoires. Ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que un animal, un troupeau de brebis, s'il pleut pas et qu'il a soif, il a quand même un abreuvoir, on lui donne de l'eau. Et le piment, ça c'est vrai pour un éleveur, mais un cultivateur, s'il voit sa plantation desséchée, son premier réflexe c'est d'aller irriguer. Donc il a fallu rectifier ça. Ce qui était facile il y a 20 ans avec l'INAO, c'est-à-dire un coup de fil à Pau, le technicien qui venait, qui disait oui c'est bon, voilà, je caricature mais c'était fait en quelques jours. Aujourd'hui, les appellations d'origine protégée, les AOP, c'est un label européen, qui est harmonisé au niveau européen. Donc de Pau, ça doit être envoyé à Paris. La commission permanente, je crois qu'elle s'appelle comme ça, doit plancher à Paris. Des fois, elle se réunit 3 semaines après la demande. Donc c'est vraiment problématique. Et le ministère, après, envoie ça à Bruxelles pour que ce soit validé à Bruxelles et notifié. Et à ce moment-là, c'est officiel, on a le droit d'arroser. Ça ne va plus avec la mesure d'urgence que ça représente. Donc, il y a, je ne sais plus, 3 ou 4 ans, là, 4 ans, je pense, quand on a vraiment réouvert le cahier des charges, l'INAO nous a dit, bon, là, ça ne peut plus durer. En plein été,
l'été, une partie des services sont en congé. Vous arrivez avec une urgence comme ça. C'était un été où on avait demandé 2 fois la dérogation. Et donc, ils nous ont dit il va falloir modifier le cahier des charges. Et donc, c'est ce qui nous a un peu motivés à accélérer les choses. Et au début, on pensait qu'on pouvait juste changer une phrase là en urgence et c'était bon pour l'année d'après. Et finalement, même s'il y a eu des avis un peu contradictoires, mais au final, ils nous ont dit non, il faut tout retoucher et écrire ça de manière. Et puis nous démontrer que du piment qui sera irrigué sera aussi conforme aux règles de l'AOP qu'un piment non irrigué, etc. Qualité. C'est pour ça qu'il nous a fallu 3 ans d'une étude d'une parcelle expérimentale, etc. Et là, on arrive au bout de ça et on arrive à les convaincre. Et voilà. Donc maintenant, on avance. Mais il nous faudra encore peut-être 2 ans ou comme ça avant que cette mesure-là soit vraiment passée. Mais c'est un très long travail. Et effectivement, il y a encore des gens récalcitrants. Il y a encore des producteurs qui disent non. Si on commence à irriguer... c'est ça aussi. Il faut faire l'unanimité auprès des producteurs. Oui, ouais. Et même si moi, je pensais naïvement que tout le monde allait être content de voir qu'on pouvait irriguer. Oui, mais quitte à ne pas irriguer quand il n'y a pas besoin, voilà. au moins d'avoir la latitude. Mais il y a des gens que ça chagrine, il y a des gens qui disent non, il faut surtout pas ouvrir la porte à l'irrigation. Ils sont pas majoritaires vu que c'est en train d'être validé, mais voilà, moi je comprends aussi que certains veuillent... Mais on essaie aussi... Alors notre évolution, ça va pas être on ouvre les vannes et on peut faire ce qu'on veut avec l'eau. Déjà, il va falloir la trouver, l'eau, et aujourd'hui, c'est de plus en plus restrictif. Il faut savoir, peut-être qu'on va devoir la réserver en hiver, la mettre en réserve, je veux dire, et pour pouvoir l'utiliser sans pomper dans des nappes ou dans des réseaux à la période où tout le monde a besoin d'eau et où il n'y en a pas beaucoup. Donc il va y avoir tout ça. Il y a aussi le sujet de la fertirrigation, avec des gens qui disent, vu qu'on va mettre de l'eau au pied goutte à goutte, autant fertiliser par l'eau. Il y en a d'autres que ça choque aussi. C'est plein de débats qui sont intéressants, qu'il faut aborder avec sérénité, et voilà, mais qui sont intéressants malgré tout. Même moi qui n'étais pas forcément convaincu, c'est vrai qu'il y a des bons côtés un peu partout et on peut être encore meilleur, mais on a toujours peur de l'abus et c'est normal. Et voilà. Ouais, et le cahier des charges est là pour s'en prémunir, donc il faut aussi respecter ça. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que c'est un bel exemple, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'AOP aujourd'hui sont confrontés au changement climatique et à la difficulté de production en respectant le cahier des charges. Et c'est tout le... c'est vrai, la difficulté de trouver un compromis, c'est-à-dire que demain, est-ce qu'il faudra autoriser, je dis n'importe quoi, mais de produire du piment d'Espelette hors sol, sous serre, parce que le changement climatique l'oblige. J'ai l'impression que c'est trouver le bon compromis entre innovation des méthodes de production, tout en respectant l'AOP, qui est quand même un territoire des animaux, des hommes. C'est quand même ça la base de l'AOP, de respecter cette philosophie-là, quoi. Oui. Et nous maintenant en piment, on travaille en réseau et on travaille avec un pays voisin où il y a un poivron ou un piment qui est aussi labellisé. On a été très étonnés parce que ce piment-là, ils le produisent sous serre. Donc il a un label qui n'est pas une AOP, mais il a un label. Ils le produisent sous serre, en hydroponie, ou je ne sais pas comment on dit, avec un support qui n'est plus le sol de la région. En aquaponie. Voilà, ou aquaponie. Et donc en fait, ce piment-là, donc la semence est la semence d'origine, mais il est semé sous terre, donc il n'y a plus vraiment le lien au climat, et il n'y a plus le lien au sol parce que ce n'est pas dans le sol, parce que pour éviter certaines maladies, etc. Donc ça, c'est un exemple qui nous permet de nous dire, est-ce que ça c'est la solution, ou est-ce que là du coup on est vraiment trop loin de la source et que du coup on ne mérite plus vraiment l'AOP, c'est le lien au terroir et à l'histoire. Si on enlève le terroir, il y a le climat, le sol. Si on enlève ça, mais on ne mérite plus peut-être cette distinction-là. Donc voilà, il y a des choses auxquelles on ne veut pas arriver. Il y a des maladies qui nous touchent dans le piment, et je vois des plants morts là, avec le sclérosium. Ça fait des années, pour ne pas dire 15 ou 20 ans, qu'on nous dit en greffant sur certains porte-greffes plus résistants, vous pouvez éviter ça. Est-ce qu'on greffe notre piment, et est-ce que si on greffe ça sur d'autres porte-greffes, sur une plante annuelle, est-ce que ça reste le piment d'Espelette qui mérite une appellation ou pas? Tous ces débats-là, jusqu'à présent, on a tenu bon avec notre variété et tout ça. On arrive encore à produire du piment, mais ça commence comme dans tout, comme dans l'élevage, comme dans les cultures, ça commence à être difficile. Chaque année amène son nouveau lot de difficultés. Voilà, on espère qu'on va continuer à trouver les solutions. Et pour terminer avec l'irrigation,
quand je disais qu'on ne va pas juste ouvrir les vannes aussi, on travaille dans notre parcelle expérimentale sur, tout comme moi j'expérimente des paillages différents, végétaux et tout ça, qui protègent peut-être plus du dessèchement, etc. On réfléchit à enherber les allées plutôt que de les biner en permanence parce que ça augmente le dessèchement du sol. Il y a plein de réflexions comme ça pour essayer de nous adapter aussi. Et pour terminer sur l'AOP, du coup, tu as un peu répondu au démarrage, mais est-ce que c'est l'AOP Piment d'Espelette qui a fait la notoriété du village ou est-ce que c'est le village qui a fait la notoriété du piment? Moi je crois que le piment était connu avant d'avoir l'appellation. Ça, c'est indéniable pour une raison aussi, c'est que l'appellation, on l'a eu en 2000, mais il y a la fête du piment qui existait déjà 30 ans avant. Voilà, à 2-3 ans près, la fête du piment, elle existait depuis les années 70 et on a eu l'AOP en 2000. Donc la fête du piment, mine de rien, au début, même si elle a fait un petit peu sourire, dans les années 90 déjà, c'était une fête reconnue avec beaucoup de monde, avec des sportifs qui étaient intronisés chaque année, des sportifs de renom, et les télés étaient là avant qu'on ait l'appellation. Donc il y avait cette notoriété, les chefs parlaient déjà du piment avant l'obtention de l'AOP, alors ça s'est démultiplié au moment du label, mais je pense vraiment, et je ne crois pas me tromper, en disant que la notoriété d'Espelette aujourd'hui a été fortement augmentée par l'arrivée de l'appellation. Et voilà, et c'est quelque chose c'est venu assez subitement quand même, parce que ça fait 24 ans qu'on a ça. Bon, le village s'est métamorphosé. C'est des choses, bon, on peut en vouloir, on peut se poser des questions maintenant au bout de 20 ans. Bon, c'est difficile à anticiper une telle explosion et il faut juste aujourd'hui en avoir conscience et essayer de voir qu'est-ce qu'on fait pour canaliser ça et essayer que les locaux au moins n'en souffrent pas trop parce que aujourd'hui vous n'avez pas envie de descendre au village un jour de marché l'été. Il ne faut pas oublier le pain. Ouais, il faut, ça, c'est pas sûr. deux fois. Il faut y aller plutôt à 8h du matin qu'à 11h parce que ça devient vite compliqué. Donc oui, le piment il a amené ça. Il ne faut pas oublier et ça permet de répondre à la question, c'est que en France, des produits alimentaires aussi pittoresques, j'ai envie de dire, mais aussi photogéniques qu'un piment qui sèche sur une façade de maison, avec quelques grammes, ça se voit vachement dans l'assiette, ça relève, etc. C'est la seule épice qui a une appellation en France. Bon, il y a tout ça qui sont des ingrédients qui font que ça a pris et que ça fonctionne. Aujourd'hui, tu te considères comme, vous vous considérez comme victime de votre succès ou est-ce que finalement, d'un point de vue commercial, quand même, il n'y a pas à dire, certes, dans le quotidien, l'été, pendant un mois, entre guillemets, vous prenez cher, mais finalement, le reste de l'année, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je ne vais pas me considérer comme et la filière ou le village comme victime. Oui, il y a des aspects plus négatifs qui rendent pas les choses plus simples, mais n'empêche qu'aujourd'hui, sur ce territoire, en tout cas sur 10 communes, il y a environ 200 fermes qui vivent encore aujourd'hui. Peut-être que, je ne veux pas dire de chiffres, mais peut-être que 60-70% de ces fermes-là ne seraient plus en activité aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le piment. Donc c'est quand même une réussite. Ces 200 fermes-là, il se produit, je ne vais pas sortir tous les chiffres, mais il se produit quelques dizaines de fois de plus de poudre de piment aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et le marché l'absorbe encore à peu près. Donc on a aussi besoin de cette notoriété. Aujourd'hui, le piment, s'il y a le moindre grain de sable dans l'engrenage, c'est sûr qu'on va vite avoir des difficultés et on va devoir moins produire. Voilà. Et donc peut-être mettre fin à certaines fermes. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'en plaindre. Le piment, le budget comme du syndicat du piment, des producteurs, il est ridicule. Si on compare avec d'autres appellations, notamment fromagères en France, qui ont des centaines de milliers d'euros, pour ne pas dire des millions de com, nous, on a une pub qui se fait gratuitement. On attire plutôt les caméras sans sortir le portefeuille. Et donc, pourtant, vous répondez. Je souhaite le souligner parce que j'ai appelé le syndicat, c'est Mayalène qui m'a rappelé, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas parce que vous pourriez aussi pas donner suite du coup. Oui. Bon, après, on ne peut pas tout faire. En tout cas, on essaie aussi de répartir parce que c'est vrai que les médias en général veulent souvent parler avec un des dirigeants ou comme ça. Mais bon, moi, je pense que n'importe quel producteur a des choses très intéressantes à dire. Il n'y a pas que le président qui a des choses à dire. Et surtout, on a tous notre regard et il n'y a pas un regard qui est meilleur que l'autre. Donc, c'est bien de partager et que le grand public aussi et un peu de tous les sons de cloche.
Oui, on l'a pas dit, mais quand tu parles du président, c'est toi. Oui, C'est le président de l'AOP. je croyais que tu l'avais dit au départ. Non, je crois pas que je l'ai dit. Bon, et puis, est-ce que tu peux nous parler de la saisonnalité du piment? C'est quoi qui rythme ton année, les grands travaux dans les grandes lignes? Alors, le piment, si on commence du début, on va commencer de la fin parce qu'en fait, du coup, on récolte les semences sur des fruits de la culture en cours. C'est-à-dire que là, certains récoltent des semences un peu tout au long de la saison. Moi, je suis plutôt tardif et je prends surtout ça vers la fin. Parce que je me dis que comme ça au moins je vois quels sont les pieds qui ont le mieux résisté, tout ça, bon voilà, ça chacun sa recette. Donc la saison elle commence pendant la saison précédente avec la récolte des semences. Après on sème entre la fin février, mi-mars, les anciennes disaient à la Saint-Joseph, donc le 19 mars. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup à semer plutôt dernière dizaine de février, début mars, pour avoir des pieds qu'il faut repiquer une quinzaine de jours plus tard. Donc repiquer, ça veut dire mettre dans des petites mottes. Et ensuite, tout ça, ça va être mis en plein champ, en général, pour la majorité, courant mai. Certains début mai, d'autres mi-mai, d'autres fin mai. Mais je pense que 70-80% de la filière plante son piment en mai, quand les conditions le permettent. Donc c'est souvent le cas. Cette année, ça a été un peu plus compliqué, ça a été très humide et on a fait comme on a pu, mais on a quand même essayé. Et une fois qu'on a planté, c'est le début des soucis. Non, c'est le début du gros boulot parce qu'il y aura des piquets à mettre pour tutorer, des filets ou de la ficelle pour attacher les piments une fois qu'ils auront grandi. Très vite, pour ceux qui font ça sur du paillage plastique, c'est-à-dire 99% des gens, très vite il va falloir désherber au niveau des trous de plantation. C'est des bâches plastiques qui sont posées entre les plants, paillage plastique. Et à chaque trou de plantation, vu qu'il pleut un peu au Pays Basque, il y a de l'herbe qui pousse et il faut venir désherber dans ces trous-là 2 fois dans la saison. Donc imaginez, c'est des travaux manuels, il n'y a aucune autre solution, à part recouvrir avec il y en a qui mettent de plus en plus, il y en a qui mettent du BRF ou un peu de compost ou comme ça. Ça évite à l'herbe de pousser. Ça peut confiner les plants et amener un peu de moisissure de champignons dessous. Donc bon, il faut être prudent aussi. Mais voilà, il y a quelques étapes qui sont longues et qui prennent souvent la fin du mois de mai, tout le mois de juin, début juillet. Où on travaille, on a l'impression de travailler un peu dans le vide parce qu'on est en train on n'a pas commencé à récolter. Et là après, à partir de début août, on commence à récolter, ou mi-août cette année. Moi j'ai commencé le 19 août exactement, et on va récolter jusqu'aux premières gelées. C'est-à-dire au fur et à mesure, quand les piments, vous êtes obligé de passer plusieurs fois dans les champs. Voilà, moi je compare à un plant de tomates. La tomate verte, on la laisse, on ramasse la rouge, et 5-6 jours après, on revient ramasser celle qui a rougi, etc. En piment, c'est pareil, sauf que les surfaces sont un peu plus grandes, donc on commence. Au départ, quand il y a quelques piments, comme maintenant, on passe assez rapidement, on arrive à faire toute la parcelle, puis après on fait quelques lignes aujourd'hui, quelques lignes demain, etc. Et voilà, on avance comme ça. Et donc ça commence en février. Au début, c'est quelques heures par-ci par-là. À partir du mois de mai, quand c'est planté, c'est beaucoup plus régulier. Et après la plantation, c'est quasiment tous les jours. Après la récolte, tous les jours jusqu'au mois de novembre et fin novembre. Et encore après, il reste à transformer les derniers piments récoltés, parce qu'on fait tout en récoltant. Au bout de 15 jours, on fait, quand le piment a séché, on fait la poudre. Donc on broie le piment séché, qu'on passe d'abord dans un four, etc. Et donc le piment ramassé en novembre, on ne le mettra en poudre que fin décembre ou début janvier. Ok, le temps qu'il sèche. Voilà. Naturellement ? Oui, 15 jours minimum naturellement, et après on passe ça au four et pendant 48 heures. Okay. À gaz, séchoir, on va dire. Et ça m'amène à la question de l'auditeur. C'est Justin qui te demande, c'est quoi les différents types de piments d'Espelette qui existent, enfin, les différentes formes? Ah, parce qu'il n'existe qu'un piment d'Espelette. Il y a qu'une variété, c'est la variété Gorilla. En appellation, il y a 3 produits. Il y a le piment frais, en vrac. Alors, on ne le trouve pas dans le commerce ou comme ça. C'est un piment qui est destiné à des transformateurs qui vont faire avec de la purée, des sauces, certains de la poudre, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'entier frais. Il y a le piment en corde. Donc ça, c'est le piment frais que l'on va tresser,
on appelle ça des cordes, mais certains appellent ça des tresses. Voilà, c'est le piment que l'on voit suspendu, qui doit faire au minimum 20 piments par corde. Ça, c'est une des exigences de l'appellation. Ça peut être 30, 40, 50, etc. Mais à minima 20. Et après, celui qui est aujourd'hui le plus utilisé et celui qui est le plus vendu aussi, c'est la poudre. Donc c'est le piment qui est laissé sécher naturellement une quinzaine de jours, qui est ensuite passé dans un séchoir à gaz en général et qui est broyé derrière pour donner la poudre. Très bien. Et pour finir l'interview, c'est la minute économie du podcast. Combien ça se vend en kilo le piment d'Espelette ? Ouf, sujet qui fâche. Pas assez cher pour vous, trop cher pour les distributeurs. Non, c'est juste que la tarification dans une filière, elle est libre. On n'a pas le droit de fixer un prix. D'accord. Je vais vous donner une fourchette sur laquelle on a planché quand on a dû répondre à la fameuse loi Egalim et à donner des indicateurs. Aujourd'hui, on estime qu'un piment devrait se vendre au minimum 45-47 € en poudre, en kilo, pour du conventionnel. En bio, à peu près 10 € de plus, quoi. On est à 57-60 € pour un prix rémunérateur et correct pour le consommateur. Vu qu'on en consomme quelques grammes chaque semaine, ça reste tout à fait accessible, mais c'est ce qui permet à un producteur de vivre, parce que même si ça peut paraître cher comme ça, ce que je vous ai dit, il y a des mois de travail avant de commencer à récolter le premier piment. En plus, aujourd'hui, ça commence à être vraiment compliqué de produire tranquillement, sereinement. Mais ça, c'est dans tout. Mais voilà, c'est le prix pour de la poudre. En petits pots, ça donne des petits pots. Alors là aussi, il y a l'embarras du choix parce qu'il existe au moins 6 ou 7 conditionnements. Et ça va de 67 grammes pour un client en particulier. Après, le format historique, ça a été 50 grammes. Il y en a qui ont commencé pour la grande distribution, etc. Il y a déjà 15 ans comme ça à faire du 45 grammes, puis du 40. Il y a eu du 30, il y a du 20, il y a du 15. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout cité, mais je ne dois pas être loin du compte. Ça fait beaucoup. Et donc, un pot de 50 grammes, pour prendre le format historique et encore un des plus utilisés, ça va de 5,50 à 6,50 € peut-être localement ici. Et dès que vous avez un ou deux intermédiaires, c'est pas rare qu'on ait des appels en nous disant j'en ai vu à 11 €, 12 €, donc à quelques centaines de kilomètres d'ici peut-être, mais très vite, même sur la côte, à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, vous en avez vite à 8-9 € le pot. Voilà, donc c'est bien, peut-être il y a des bouchons à Espelette, mais c'est peut-être bien de venir acheter chez les producteurs. Ça coûte faire le stock quand on vient. Dans le village. Et après, une corde de piment. Dans le commerce, ça se vend dans les 13-14 € souvent. Un peu moins le jour de la fête du piment, souvent, parce qu'il y a aussi, les producteurs sont là et ils sont prêts à vendre un peu moins cher en direct, un peu moins cher que les commerçants. Et sinon, quand vous le vendez à des grossistes, aujourd'hui, ça a quand même bien évolué, la corde, parce qu'on est de moins en moins à en faire en quantité. Et c'est un produit qui se vend aujourd'hui, normalement, pas en dessous de 8 €, 8 €, 8,50 €, 9 € en bio, on arrive à 9 € souvent. Et à des professionnels après qui répartissent ça sur toute la France. Et est-ce qu'on vit bien en étant producteur de piment d'Espelette, ou est-ce qu'on est obligé d'être sur des modèles comme le tien où tu as diversifié les activités de ton exploitation avec tout le travail que ça implique supplémentaire, mais est-ce que finalement toutes les fermes sont sur le modèle du tien, ou est-ce qu'il y en a qui arrivent à vivre en faisant que du piment ? Au départ, et c'était un des messages qui était répété un peu fermement ou lourdement, c'était qu'il fallait que ça reste une activité complémentaire. Au départ, c'était l'idée. Et le problème, c'est que le problème, c'est pas forcément un problème, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont vu que en se spécialisant dans le piment, c'était une production qui pouvait être rentable et rémunératrice. Donc il y en a qui ont développé une activité que piment. Et aujourd'hui, il y a des professionnels du piment et qui font vivre du monde et qui rachètent même du piment pour de gros clients, etc. Donc la filière, elle a beaucoup évolué en termes de format. Moi, je suis persuadé, et plus ça va et plus je le pense, que c'est bien de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Une année où, moi l'an dernier, j'ai eu la grêle par exemple. J'ai perdu tout mon piment. C'est pas aujourd'hui, avec ce que l'État nous donne après une calamité agricole, qu'on va rembourser tous nos frais, et surtout si on a un peu investi dans du matériel, etc. Quand vous perdez tout, c'est dramatique. Ou une maladie qui vous fait perdre 40 ou 60% de votre production. Quand vous avez que ça, c'est problématique. Si vous avez aussi un peu de cerises, peut-être quelques brebis ou d'autres productions qui permettent de pas
pas tout miser là-dessus. Bon, vous allez peut-être manger un peu plus de patates que d'habitude, mais vous allez être là l'année d'après, quoi. Voilà, sinon, aujourd'hui, il y a des assurances qui sont de plus en plus préconisées. Mais de plus en plus, mais très cher. De Chères, plus en plus cher, je elles sais sont pas, chères. mais cher. Oui, elles sont chères. En tout cas, si elles fonctionnent, elles seront de plus en plus chères aussi, quoi, si elles sont utilisées. Mais il y a ça, mais l'assurance, elle va vous protéger d'un souci climatique. Mais une maladie qui est induite par un problème climatique, on le voit dans la vigne, ben, c'est pas l'assurance, elle dit ben non, le mildiou, c'est pas la grêle, c'est pas la pluie, c'est le mildiou. Et donc, même si le mildiou, il est là parce qu'il y a eu la grêle avant, c'est compliqué et pourtant, on peut pas forcément toujours se diversifier. Mais je pense que c'est plus sage d'avoir une solution de repli si ça va pas. Écoute, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être paysan? Ah eh bien, moi, ce qui me rend fier, c'est toujours, en tout cas, je suis toujours fier quand un consommateur revient ou me dit ah qu'est-ce qu'il était bon votre piment ou le piment ou autre chose, et voilà, et de voir un consommateur content d'avoir un produit de qualité et qui lui a plu surtout, parce que quand il achète, mais quand on sait que ça lui a plu, c'est encore plus valorisant. Et c'est pour ça aussi que j'aime la vente directe ou le circuit court, parce qu'on voit le fruit de notre travail, quoi. Voilà. Et si on travaille mal, on le voit aussi, mais si on travaille bien, on le voit, et c'est vraiment quelque chose qui motive beaucoup à continuer. La deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis quand il y aura du piment d'Espelette sur la table? Le piment... Non, j'espère que ça sera un piment qui sera joli, rouge, bien conservé, parce que comme toute épice naturelle qui n'a subi aucun traitement de conservation, il arrive que des fois les clients nous disent « Ah, mais le vôtre, il est rouge ». Je dis « Ben oui, heureusement qu'il est rouge, parce qu'ils en ont acheté qui était déjà jaune vif, jaune foncé ou orange pâle ou comme ça, et ça, c'est pas très bon signe. Donc déjà, si vous avez un joli piment rouge, vous pouvez être content. Et non, après, il faut surtout le mettre, un des secrets, c'est nous, on pose le pot sur la table tous les jours, sur le repas, c'est sur la table, chacun se le met dans l'assiette quasiment. Il ne faut pas le faire cuire, il faut vraiment le mettre au dernier moment et c'est là qu'on va l'apprécier le mieux. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire, ça me vient comme ça, mais pourquoi le piment est sur les façades des maisons? Dans l'imaginaire, on a ces cordes de piment d'Espelette suspendues, à quoi ça sert? Alors, c'est dans l'imaginaire parce que c'était la réalité jusqu'à il y a 25-30 ans. Et c'était la réalité au Pays Basque comme partout. Si vous regardez certains vieux westerns ou comme ça, dans tous les pays sud-américains et même dans les pays du Maghreb, etc., on voit du piment qui sèche suspendu, en général dans les avant-toits ou comme ça, parce que c'est un endroit protégé de l'eau en général et qui prend le soleil et voilà, qui permet de faire sécher quelque chose. C'est un peu de travail, mais autrefois on séchait comme ça. Aujourd'hui, on ne le fait plus, en tout cas pour des raisons de séchage, parce que ça veut dire une étape supplémentaire. Il faut tout enfiler, il faut tout corder. Donc on le fait sécher sur des clayettes à plat. Puis les façades des maisons basques sont grandes, mais quand même, je vous souhaite que vous ayez un peu plus de quantité que ça. Oui, il y a même une photo qu'on m'a montrée, une vieille photo qui a bien avant toutes ces démarches-là, je crois des années 60 ou 70, c'était dans un silo à maïs. Ah ouais. De tous les côtés, il y avait du piment suspendu à Ustaritz. Donc encore une preuve qu'il n'y avait pas qu'à Espelette qu'il y avait du piment. Mais effectivement, voilà, c'était pour faire sécher le piment. Et dès que ça s'est un peu développé, on a commencé à réfléchir comment faire pour faire de la poudre sans s'embêter à corder tous les piments. Très bien. Et dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter, suivre l'actualité, te commander tes produits Eh bien, moi j'ai... Un des lieux les plus faciles pour trouver mes produits, c'est dans une épicerie paysanne et bio qu'on a ouvert à Espelette il y a 5 ans maintenant. On a fêté nos 5 ans. C'est une vraie épicerie. Il y a de tout. Alors c'est une épicerie bio. Et il y a aussi une 60aine de producteurs locaux qui ont leurs produits en vente dans cette épicerie. Et d'ailleurs, la majorité du chiffre de l'épicerie est faite par des produits paysans locaux avant l'épicerie. Donc ça, c'est une vraie fierté aussi. Donc il y a cette épicerie qui s'appelle Elika, si je peux me permettre de la citer. Après, j'en vends à la ferme aussi, mais là, c'est plus hasardeux de venir là. Et si je suis en plein travail et que je vois une voiture arriver, je vais arriver avec... Rangeant. Non, voilà. Mais effectivement, c'est plus sage d'appeler avant de venir, hein, même si sur le principe, on est par là. Et après, sinon, oui, en cherchant en général, il y a le site du label Idoki, on n'en a pas parlé, mais c'est un label d'agriculture paysanne et locale
locale où il y a un peu plus de 100 fermes du Pays Basque à tous les niveaux qui intègrent le label. C'est juste une garantie que tout ce qu'on vend dans ces fermes-là est produit sur la ferme et transformé par le paysan. On n'achète pas la matière première et on ne fait pas faire à une autre entreprise, c'est nous qui le faisons. Donc sur le site d'Idoki, il y a toutes les fermes adhérentes, dont la mienne. Et voilà, ça permet, c'est la ferme Bella Scabietta, il ne faut pas forcément chercher mon nom. Et là, on trouve plein d'informations. Super. Et je précise aussi que tu proposes des randonnées à pied ou à dos d'âne en partant de ton exploitation qui ont l'air vraiment super. Donc, s'il y en a qui passent par là en vacances, surtout qu'ils n'hésitent pas à te contacter pour ça également. C'est gentil, merci. Et d'ailleurs, il faut qu'on arrête parce que c'est bon, il est 16h25 et à 16h30, il y a un groupe qui revient. Donc, on va libérer Pampi. Bon, mais merci beaucoup pour tout ton temps. C'était super intéressant. Et puis, le cadre était magnifique. Donc, encore merci. On va bronzer un petit peu. Ouais, grave. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.